Merci d'avoir répondu à l'invitation des Semaines sociales de Rueil ce soir. Mon nom est Dominique Pelou-Praillé. Je préside depuis bientôt 2 ans cette antenne des Semaines sociales de France. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver en présentiel, comme on dit maintenant, après 18 mois d'abstinence du fait de la pandémie. Et je remercie l'ensemble pastoral de Rueil de nous accueillir dans ses locaux. Alors, nous avons également évolué pendant cette crise, puisque ce soir, nous accueillons également un certain nombre de participants en visioconférence via Zoom, donc au moins une quinzaine déjà à cette heure. Voilà, donc bienvenue à tous. Avant de commencer, juste un point sur les consignes sanitaires. Nous sommes ici dans un établissement recevant du public, donc nous avons dû procéder à la vérification des passes sanitaires. Désolé pour le dérangement. Mais de ce fait, le port du masque n'est plus une obligation réglementaire à l'intérieur. Ceci dit, il n'est pas interdit non plus. Donc, il constitue toujours une protection supplémentaire. Donc, ce soir, vous pouvez mettre le masque ou pas, selon votre situation ou votre souhait. Voilà. Alors, la vocation des semaines sociales, c'est d'être un lieu de réflexion et de dialogue en vue de l'action pour le bien commun, dans l'esprit de la pensée sociale chrétienne. Nous avons retenu pour ce soir le thème de la défiance que nous voyons s'installer dans toute la société. Je reviendrai brièvement en fin de soirée sur la défiance à l'égard de l'Église catholique liée aux abus sexuels qui ont été constatés et qui nécessitent une réponse spécifique. Mais la défiance se constate très largement à l'égard de toutes les institutions, des partis politiques, des syndicats, des médias, des scientifiques, etc. Or, travailler ensemble au bien commun nécessite une certaine confiance mutuelle. Alors, d'où vient cette défiance? Peut-on la surmonter ou la défiance est-elle notre seul horizon? Tel est notre thème de ce soir, avec les 2 intervenants que je vais vous présenter dans un instant, qui interviendront 30 minutes chacun et auxquels vous pouvez poser vos questions par écrit sans attendre la fin des exposés. Alors, il y a 2 modalités différentes. Soit vous êtes dans la salle et dès que ça vous vient, vous écrivez votre question sur la partie ad hoc du petit livret qui vous a été remis à l'entrée. Cela sera ramassé et transmis au fur et à mesure à Benoît et Olivier qui vont regrouper et synthétiser les questions pour qu'on puisse en traiter le maximum. Si vous nous suivez via Zoom, vous pouvez également poser vos questions avec la fonction conversation en bas de l'écran et vous envoyer votre message à tout le monde et pour que Olivier et Benoît puissent également en prendre connaissance. Voilà, je voudrais maintenant vous présenter, en les remerciant tout particulièrement, nos 2 intervenants qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour nous rejoindre ce soir et qui vont présenter leurs témoignages et leurs réponses à notre question de ce soir grâce à leur expérience, l'un dans le domaine de l'entreprise et l'autre dans le domaine politique. Alors, Philippe Royer est un entrepreneur basé à Laval, directeur général du groupe coopératif Synergie, qui œuvre dans l'agriculture et plus particulièrement dans le conseil en élevage. Depuis 2018, il est le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui travaillent à mieux comprendre le monde et à être acteurs de sa transformation en se basant sur leur foi et sur la pensée sociale chrétienne. Alors, j'ai noté sur le site internet des EDC plusieurs publications, et notamment un cahier sur la participation dans l'entreprise ou un autre sur la raison d'être de l'entreprise qui rejoignent notre thème de ce soir. Donc, nous entendrons tout à l'heure, mais c'est d'abord Joe Spiegel qui va ouvrir notre soirée. Joe Spiegel est un homme politique. Il a été membre du Parti socialiste, puis un des cofondateurs de Place Publique. Mais c'est son expérience d'élu local qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, puisque Joe Spiegel a été maire de Kingersheim, près de Mulhouse, de 1989 à 2020. Et c'est là qu'il a mis en place un mode de démocratie participative qu'il a fait connaître nationalement et qu'il décrit dans un livre. Nous avons décidé de décider ensemble. Ce livre, les références sont sur votre livret, dans le paragraphe « Aller plus loin ». Et à la fin de la session, il y en a quelques exemplaires que Joe Spiegel pourra dédicacer à ceux qui seraient intéressés. Alors, quelles sont les vertus et les limites de cette démocratie participative pour restaurer la confiance, peut-être au-delà, que peut l'action politique?
Donc, je cède la parole à Joe Spiegel en vous demandant d'accueillir nos deux intervenants avec un tonnerre d'applaudissements, bien sûr. C'est quand même chouette d'être applaudi avant de s'exprimer. Merci pour vos propos introductifs et pour la chaleur de votre accueil. J'ai eu le plaisir de faire connaissance de Philippe Royer à l'instant et je suis très heureux de pouvoir témoigner avec lui pour l'entreprise, moi pour le domaine de l'agir public, de ce qu'on a vécu. Et je veux dire évidemment avec beaucoup d'humilité parce qu'en matière de rénovation démocratique, on est au début du début. Merci à chacune, à chacun d'entre vous de votre présence pour réfléchir, débattre de la crise démocratique, puisqu'au fond, c'est la défiance qui est au cœur de cette crise démocratique, avec d'autres symptômes qui sont le désengagement électoral, l'abstention, le désenchantement, le soupçon généralisé. Bref, une crise qui est sans doute très grave, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et je ne parle pas seulement des questions électorales, c'est qu'au fond, quelle société voulons-nous construire ensemble? Et je pense qu'il n'y a pas d'autre horizon que celui de créer de la confiance. Et lorsqu'il s'agit de représentants, qu'ils soient d'entreprises, d'associations, de syndicats ou politiques, puisque la crise démocratique est d'abord une crise de la représentation, du fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés, je pense que ce qui doit nous habiter, c'est reconquérir la légitimité de la représentation, la légitimité de l'agir, public et privé, la légitimité de la décision. Et nous avons essayé à Kingersheim, dont j'ai été maire, comme l'a rappelé votre président, pendant quelques mandats, nous avons essayé d'emprunter 4 chemins de légitimité. La première légitimité, c'est celle de la promesse tenue. C'est la congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et après 5 mandats, je peux vous dire qu'on a tenu la barre. Jamais on n'aurait dit ce qu'on ne pouvait pas faire, mais on a fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. C'est le premier élément de confiance dans l'espace public. La deuxième légitimité, c'est celle de l'efficience des politiques publiques. Lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, c'est d'abord dans l'offre démocratique. Il s'agit d'un usage rigoureux des deniers publics. Et c'est d'autant plus rigoureux que vous associez les citoyens et toutes les ressources de sens aux décisions. Les habitants ne veulent pas mettre l'argent, jeter l'argent par la fenêtre. Et donc, la garant de cela, c'est aussi la participation démocratique. La troisième légitimité, c'est évidemment par l'éthique de l'agir public. Bien sûr, la congruence, bien sûr, l'intégrité, bien sûr, le parler vrai. Et c'est courageux de parler vrai. Mais plus encore, je l'ai senti dans ma commune, c'est comment on introduit dans l'espace public de la simplicité, de la sobriété, de la modestie, de l'humilité, pour montrer que les élus, nous sommes inter pares. En fait, on n'est pas des pros de la politique, on chemine avec les habitants. Et je peux vous dire avec le recul qu'il y a 3 décisions symboliques qui ont certainement changé davantage l'imaginaire et le regard des gens sur la politique que tous les équipements publics qu'on a mis en œuvre pendant 5 mandats, ils sont nombreux, ou toutes les activités, les événements ou le service public de qualité que nous avons essayé de construire ensemble. La première décision, c'est passer des vœux du maire aux vœux des Kingersheimois. Moi, j'avais l'habitude, comme tous les maires, de faire une grande rencontre, une grand-messe, plutôt avec le souci de bien faire une belle soirée, quoi. Et on avait rempli le hangar, et à côté, on préparait les petits fours au COSEC à côté. 1000 personnes, j'en étais plutôt très heureux. Et ça renvoie à l'ego. Avec un concert, un spectacle, un discours interminable où on saluait tous les notables du coin, évidemment placés au premier rang. Et puis, voilà. Et puis, jamais vu un maire faire un discours sans parler indirectement ou même parfois intelligemment de bien de ce qu'il fait. Donc, il faut arrêter à ce que les vœux du maire soient une opération d'autosatisfaction. Et donc, mon épouse, un jour, qui n'est pas du tout une aficionados, m'a dit, mais écoute Joe, par rapport à tout ce que tu mets en place, notamment le pacte civique dont je parlerai tout à l'heure, est-ce que tu penses vraiment que les vœux du maire, tels qu'ils sont organisés, ont encore du sens? Est-ce que les gens viennent pour les petits fours ou pour nos discours? La réponse était dans la question, et elle avait raison. Et donc, on a fait un événement en dehors, avec, par contre, on a mis le paquet sur la qualité culturelle du spectacle, non pas un discours, mais une parole de 5 minutes de la part de l'élu, pour essayer de donner du sens, parce que je crois que la politique manque de sens. Et c'est les arboriculteurs qui ont amené à boire, à manger, etc., et ont partagé, de plein pied. Une dimension culturelle populaire
voilà, qui change avec cette dimension de l'élu en surplomb qui fait son compte-rendu de mandat comme si c'était l'alpha et l'oméga de la démocratie. Deuxième chose importante, je disais à table tout à l'heure que j'ai eu la chance d'être élu très rapidement maire, conseiller général, conseiller régional, dans une terre qui n'est pas forcément de ma sensibilité politique, et président de l'intercommunalité. Je peux vous dire qu'en tant que conseiller général, je me suis battu pour faire les inaugurations et être sur la photo pour les couper de ruban. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça renvoie à une image du politique qui ne me paraît pas raisonnable. Et on a remplacé les inaugurations et les coupées de ruban par des temps d'appropriation par les citoyens. Ça veut dire que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous faisons, que nous sommes juste de passage, et que c'est les gens avec qui et pour qui on travaille qui deviennent copropriétaires des projets qu'on aura conçus avec eux. Lorsqu'on a ouvert le parc des Gravières, un parc de 8 hectares au cœur de la ville, dans une opération de reconversion d'un vieux stade qui s'est écroulé sur lui-même, et ça a été le fait de la municipalité précédente, on a invité en fait les collégiens, les enfants des écoles à venir se rassembler le premier jour de vacances. Ils sont venus prendre possession de ce lieu qui est un bien commun, qui appartient à tous. Puis troisième élément, il faut mettre de la transparence et l'égalité. Pas seulement les discours du 8 mai et du 11 novembre. L'égalité réelle. Lorsque on choisit les jeunes lycéens et étudiants pour remplacer le personnel qui part en vacances en été, eh bien, on réunit les candidats, qui sont souvent 100 pour 30 postes, on les réunit à la maison de la citoyenneté dont je parlerai tout à l'heure et on procède au tirage au sort. Deux questions. Est-ce que vous êtes prêts à tirer au sort? Parce que moi, je ne sais pas en vertu de quoi je choisirais plutôt l'un que l'autre. Et que dans ma commune, il n'y a pas d'opacité, pas de clientélisme. C'est l'égalité des chances pour tous. Réponse unanime, oui. Est-ce que vous êtes prêts à partager le temps de travail au lieu de faire des séquences d'un mois, des séquences de 15 jours pour multiplier par 2 l'offre de propositions? Réponse, oui. Et on procède au tirage au sort. Et je suis étonné de voir comment les parents viennent me voir. On ne savait pas que vous faisiez de la politique ainsi. Et j'ai vu, et je le dis souvent, un père de famille qui est venu me voir les larmes à l'œil parce que son fils a été tiré au sort. Et comme par hasard, son fils s'appelait Mohamed. C'est-à-dire que quelque part, il s'est dit, merde alors, mon fils n'a pas été oublié. Et donc, l'égalité réelle, et pas seulement l'égalité dans les discours. Voilà, 3 décisions, à mon avis, qui ont permis de changer, qui ont créé de la confiance. Et puis, la 4e légitimité, c'est l'enjeu de ce qu'on a essayé de construire en matière de transition démocratique. C'est évidemment la légitimité par une démocratie vivante, réelle, effective et continue dans l'intervalle du mandat. Les gens en ont marre d'être dragués pour les élections et oubliés comme citoyens dans l'intervalle des élections. Et donc, la démocratie ne peut plus se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, surtout quand on voit combien de la légitimité de l'élection. Moi, j'ai été conseiller général pendant 4 mandats. Je dois reconnaître que la légitimité était faible et de plus en plus faible. Quand on est élu par 30% des inscrits, il faut arrêter de prendre des décisions majeures sans solliciter les habitants. Et donc, ça ne peut pas se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, notamment quand on voit le mode de scrutin électoral qui fait qu'avec 20% au premier tour en France, vous pouvez devenir président de la République, quel qu'il soit. Ça pose un problème. Parce que vous aurez toujours 80% des gens qui ne partageront pas le programme initial. Et donc, ça ne peut pas se réduire à ça. Ça ne peut pas non plus se réduire à un grand débat sans suite derrière, ou par des décisions prises par le chef. Ça ne peut pas se réduire à une consultation, un zeste de consultation, comme si l'addition des avis faisait une politique publique. Et ça ne peut pas se réduire, c'est la grande mode, à un budget participatif qui est l'arbre qui cache la forêt de l'anesthésie démocratique. Ça, c'est la grande mode. J'ai même vu à France 2 un reportage sur un maire qui mettait 20 000 euros pour un budget participatif sur un budget de 30 millions d'euros. C'est inacceptable. Et donc, il y a une récupération politicienne et communication sur la question de la démocratie participative. D'ailleurs, je n'utilise pas ce mot, je parle de démocratie construction. Je dirais pourquoi. Parce que la démocratie participative, ça peut imaginer que la démocratie de décision, elle est constante et puis de temps en temps, on fait un peu de participation. La démocratie construction, c'est que organiquement, structurellement, la démocratie est construction où elle n'est pas. Elle est inclusive où elle n'est pas. La démocratie, ce n'est pas l'addition des avis. C'est une co-construction. C'est une fonction démocratique la plus oubliée dans notre pays. Entre le débat et la décision, il faut passer par ce que j'appelle la slow démocratie, la démocratie lente, qui prend en compte la complexité. Et donc, cette question est importante. Et donc, le renouveau démocratique passe par la question fondatrice du comment.
Trop souvent, les élus viennent avec un programme, un budget, rarement le sens et rarement comment. Comment on va associer les citoyens au processus de décision? Comment on va coproduire de l'intérêt général dans une société fragmentée, atomisée, archipélisée? Comment on va construire du commun face à la multitude des avis et la multitude des envies? Comment on va créer de l'intelligence collective? Comment on va susciter, accompagner le pouvoir d'agir des citoyens et la croyance au fait que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique. Il y a plein de projets qui peuvent être portés par les citoyens qu'il faut susciter, qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager. Et donc, cette question-là, elle est fondatrice au départ de chaque séquence démocratique dont je parlerai tout à l'heure. L'équipe projet qui travaille à un sujet dédié, à un projet dédié, se pose ces questions. Comment associer les citoyens? Et puis, puisqu'on est à la semaine sociale, ici, à Rueil-Malmaison, elle interroge évidemment les chrétiens engagés, en particulier en politique. Et on m'a situé comme coprésident Place Publique, mais très honnêtement, en tant que maire, les deux versants qui m'intéressaient, c'est la dimension métapolitique et la dimension concrète. Très peu la politique politicienne qui est entre deux et qui prend le champ majeur actuellement en politique. Et donc, cette question qui nous interpelle, la première question et dont nous devons témoigner, c'est qu'il n'y a pas de transformation durable sans transformation collective et sans transformation personnelle. Ça nous renvoie évidemment à la capacité de relier démocratie et dimension spirituelle, au sens que disait Gandhi, en fait, soit le changement que tu veux pour le monde. Et cette dimension, pour moi, est importante parce que je pense que toutes les idéologies ont perdu d'avoir réfléchi au sens, à la question de l'intériorité, à la question du grandissement personnel, à la question du refus absolu de ce qui est inhumain. Et je pense que face à la marchandisation en cours, la première révolution est intérieure et que la première résistance, elle est spirituelle. Et ça renvoie à un penseur, un philosophe catholique de la première partie du XXe siècle qui m'inspire beaucoup, qu'il faut réactualiser, me semble-t-il, c'est Emmanuel Mounier. Il disait qu'au fond, face au système qui détruit, face à l'individu qui se replie, il y a à remettre en place, au cœur du projet, la personne. La personne unifiée en elle-même, la personne en relation avec les autres, et la personne en relation avec ce qui la dépasse. Il parle de transcendement. D'ailleurs, il n'y a aucune décision qui ne peut se faire sans transcendement, transcendance républicaine, c'est-à-dire la capacité de dépasser le quant à soi pour construire du commun. Au fond, cette démocratie reliée à la spiritualité, c'est solliciter le meilleur de soi pour construire du commun. Ça résume le projet de l'écosystème qu'on a mis en place. C'est une dimension d'exigence et ça change le rôle de l'élu. L'élu, avant d'être de gauche, de droite ou du centre, sa responsabilité, c'est de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. C'est une dimension-là qui me paraît tout à fait essentielle. Et puis, ça nous interroge sur notre rapport au pouvoir. C'est une question profondément spirituelle et qui m'a habité très longtemps, et sans doute tous les matins. Est-ce que je suis dans l'ego ou dans le service? Est-ce que je suis dans l'éco-compétition de la cour de récréation ou est-ce que je suis dans l'alter-coopération, la capacité de coopérer entre les communes, entre les habitants, de produire de l'intelligence collective? Est-ce que je suis dans la pesanteur des passions tristes du pouvoir ou dans la grâce de l'intelligence collective? Et puis, ça nous interroge sur le sens de notre engagement. J'ai noté quelques réflexions qui me paraissent importantes, celle d'Hannah Arendt, qui n'est pas spécialement chrétienne, mais qui pose la question de la responsabilité dans l'espace public. Qu'en est-il de ma responsabilité dans l'espace public? Je pense à cette magnifique encyclique Laudato Si, qui pose la question de en quoi je suis responsable de l'autre, l'autre proche, l'autre éloigné, l'autre qui est un être. Jamais dans l'histoire de l'humanité, notre génération aura été autant responsable de milliards d'êtres qui sont un être. Et cette question de l'altérité est évidemment fondamentale. Autre question, comment suis-je le gardien de mon frère? Et comment, comme le dit Lévinas, comment envisager plutôt que dévisager? Dans ce monde de soupçons, des fake news, bien comment envisager, comment embarquer les gens à envisager, à se mettre debout dans la dignité de la citoyenneté pour avancer ensemble. Et donc, c'est ces quelques questions qui ont habité mon cheminement, mais aussi partagé avec l'équipe municipale, avec les collaborateurs, pour opérer une transition entre ce que j'appelle une démocratie providentielle, descendante, passive, anesthésiante, voire infantilisante,
vers ce que j'appelle une démocratie construction. Quand je parle de démocratie construction, ça suppose un double retournement. D'abord, le premier retournement, c'est que le processus est plus important que le résultat. Le résultat, il peut être bon, mais n'aura rien transformé. On aura fait à la place des gens. On aurait été dans le consumérisme politique. Le processus, ça veut dire qu'on est en cheminement partagé et que cette dimension est essentielle. Et que pour ce processus, créer de la haute qualité démocratique, j'ai vu 3 conditions essentielles que j'ai pris en note chez Pierre Rosanvallon. C'est la question d'un processus doit être interactif. C'est l'inverse des GAFAM, où on additionne des avis sans jamais écouter l'autre. La réciprocité des échanges est une condition sine qua non de la qualité démocratique. Il faut donc trouver des lieux, des moments, des espaces de la réciprocité des échanges qui nous permettent ensuite de construire des compromis dynamiques. La qualité démocratique, c'est la réciprocité des échanges. Ça suppose que la démocratie, le processus doit être lent, slow démocratie, pour aborder, pour accepter l'idée de la complexité chère à Edgar Morin. Il n'y a pas un sujet, j'étais maire dans une commune, qui ne soit pas complexe, qui d'ailleurs interpelle sur la transdisciplinarité, sur la transversalité des sujets. Et donc, cette démocratie, elle doit être lente. Les conseils participatifs dans ma commune, c'est 12 mois, 18 mois pour approfondir le sujet, pour aborder la complexité, pour sortir de ce qu'on voit dans les GAFAM, du tout ou rien, de l'affrontement, de l'émotion, de l'étonnement, de la dictature de l'immédiat. Comment, dans le temps long, en mettant autour de la table toutes les ressources de sens, on arrive progressivement à aborder la complexité et construire des compromis dynamiques. Ça veut dire, troisième condition, que toute séquence démocratique doit être édifiante au sens noble du terme. Il n'y a pas un sujet, pas un projet qui doit faire l'impasse sur la capacité de créer la transitivité entre le je singulier et responsable et le nous collectif et solidaire. Comment je passe de l'intérêt particulier à l'intérêt général? Comment je passe d'un discours formaté du court terme vers une parole au long cours? Et donc, ces 3 conditions me paraissent essentielles pour la qualité démocratique. Le deuxième retournement, évidemment, c'est l'horizon ne peut plus être celui des politiques depuis 30 ou 40 ans, qui d'ailleurs s'est accompagné avec la croissance sans fin, l'hubris sans limite, c'est de considérer l'individu consommateur électeur. Et donc, l'achèvement, la finalité, c'est la réélection ou l'élection. Il faut arrêter d'avoir comme horizon l'individu consommateur électeur. L'horizon, c'est les citoyens. Et dans toutes les situations, que ça touche les préoccupations quotidiennes, je n'ai pas le temps de m'élargir davantage, j'ai juste 30 minutes, ou que ce soit dans la construction de grands projets, il faut activer le potentiel citoyen des habitants. Comme Maria Montessori l'a fait chez les enfants, comme Freinet l'a fait pour les gamins, mais considérés non pas comme des oies à gaver, mais comme acteurs de leur propre développement en relation avec les autres. Et donc, ça suppose aussi au départ une croyance forte de la part d'un représentant, c'est que chaque personne, unique et singulière, est capable de penser, de se mettre en colère, d'être en relation avec l'autre et de proposer. Et si nous n'sommes pas dans cette offre démocratique, il ne faut pas s'étonner de la montée en puissance de l'individualisme et de l'affrontement systématique. Et donc, la première responsabilité de la crise démocratique, c'est ceux qui préparent ou pas une offre démocratique alternative, un nouveau paradigme ou pas. Et donc, cette dimension, pour moi, est tout à fait essentielle. L'horizon, c'est le citoyen. Et donc, cette approche d'une démocratie construction, elle trouve sa synthèse, si j'ai le temps de la lire, dans une délibération que nous avons prise dans une des 5 Olympiades de la démocratie. Quand je parle d'Olympiade, on a essayé de faire en sorte que la démocratie soit désirable. Donc, on a fait plusieurs événements. Je tiens simplement celle du pacte civique, où j'ai collaboré avec Jean-Baptiste de Foucauld et d'autres, à un pacte civique qui revendique la question du sens, de la sobriété, de la justice et de la fraternité. Et quand j'ai vu ce document, c'est un bouquin bleu, là, comment rendre la société désirable, eh bien, on a essayé de décliner localement. Comment, y compris avec les collaborateurs, les 150 collaborateurs, on a fait un forum ouvert là-dessus, avec les habitants, 300 habitants, comment décliner une ville qui soit créatrice de sens, qui soit juste, qui soit sobre, qui soit solidaire. Et pour lancer le mouvement, j'ai toujours respecté la représentation communale,
parce que je n'oppose pas démocratie de représentation et démocratie de participation. Et on a fait une délibération que je vais vous lire, qui résume en gros la philosophie que j'ai peut-être déjà commencé à aborder, et qui disait ceci: délibération au conseil municipal. Avec le pacte civique, nous affirmons que nous sommes tous acteurs d'un futur désirable pour tous. Nous croyons que la démocratie est autant une construction exigeante et édifiante qu'une élection, que le pouvoir d'agir de tous est aussi important que le bulletin de vote de chacun, que les changements ne sont profonds et durables que si les transformations opérées sont autant citoyennes et personnelles que collectives et publiques, que les choses bougent autant dans les mouvements entraînés par le bas que dans les décisions qui viennent d'en haut, que ce qui est invisible est aussi essentiel que ce qui est matériel, que les habitants sont gagnants à construire un monde commun, que le rôle des élus doit se transformer. Et quand je parle de transformation des élus, vous avez compris que l'élu ne pourra plus seulement être dans la décision, il sera d'abord animateur du processus de décision, il ne sera pas seulement producteur d'équipements publics, il sera activateur du pouvoir d'agir des citoyens. Et cette approche se traduit par ce que peut dire aujourd'hui ce qu'on appelle un écosystème démocratique. Ça veut dire que la démocratie est présente partout, à tous les étages, à tous les projets, parmi tous les élus, parmi les agora-acteurs qui sont les citoyens engagés, parmi les collaborateurs. Et je n'ai pas le temps de rappeler les exigences sur lesquelles s'appuie cet écosystème. Je vais juste en rappeler 3, si j'ai le temps encore. Oui, j'ai encore le temps. Bien. C'est d'abord, première exigence, c'est une démocratie désirable. J'en ai parlé tout à l'heure, notamment avec le pacte civique. La deuxième exigence, c'est une démocratie habitée, au sens de l'état d'esprit et au sens d'un lieu dédié aux pratiques démocratiques. J'ai toujours trouvé bizarre, saugrenu, qu'on ait des équipements publics pour toutes les activités humaines, sauf pour celles qui consistent à construire du vivre ensemble, à faire société. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit, en 2006, 2 ans après les États généraux permanents de la démocratie, la permanence d'un lieu qui s'appelle la Maison de la citoyenneté. Et cette Maison de la citoyenneté, c'est la maison de tous les citoyens, élus, habitants, experts, organisations, toutes celles et tous ceux qui fabriquent du commun, qui fabriquent du bien commun, qui favorisent le vivre ensemble. Et ce n'est pas la maison des citoyens, c'est la maison de la citoyenneté, parce que je n'oppose pas citoyens, élus, experts et organisations. C'est aussi le lieu des 3 fonctions essentielles de la démocratie, celle du débat, celle de la décision, c'est là où se réunit aussi le conseil municipal, et entre les deux, le lieu de la co-construction, c'est celle qui prend du temps. Et puis, j'ai souhaité que cette maison citoyenneté soit symbolique de 3 cultures démocratiques et politiques qui nous habitent, chacun d'entre nous, qui existent entre nous, qui la plupart du temps s'ignorent et qui très souvent s'affrontent. Ces 3 cultures sont représentées par 3 grands noms, et je me suis rendu compte que je n'ai pas pris des noms féminins, donc je suis désolé, mais le parvis Jean Moulin, qu'on emprunte pour aller à la maison citoyenneté, représente la culture de la résistance, de l'indignation, de la colère, de l'opposition. Culture essentielle. Puis on traverse l'espace Jean Jaurès, qui représente la culture de l'utopie, de ce qui est à devenir, de la vision. Il n'est pas interdit aux élus d'avoir une vision partagée avec les habitants. Et on rentre dans l'agora Pierre Mendès France, de ce grand homme d'État, grand homme puisqu'il a duré que 7 mois, qui est comme celui du parler vrai, de la régulation, de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité. Et j'ai observé d'ailleurs que pour tous les projets mis en agenda, dont je parlerai tout à l'heure, il y a ces 3 cultures. Il y a des gens qui viennent avec la colère. Si elle n'a pas débouché par la réciprocité des échanges, il ne faut pas s'étonner que leur seule façon, leur langage, c'est l'abstention ou la rue. Et l'alternative, c'est les mettre en marche ou en chemin, si vous voulez. Et donc, cette dimension-là, pour moi, est tout à fait essentielle. C'est les 3 cultures qu'il faut non pas opposer, mais fertiliser. Moi, je vois des spécialistes de l'indignation, mais ils ne mouilleront jamais leur chemise pour construire quelque chose. Puis, on a des spécialistes de l'utopie qui font des super bouquins, mais qui n'ont jamais fait l'épreuve de la démocratie. Et puis, je vois la cohorte d'élus qui, à force d'être réélus, oublie le début d'indignation et d'utopie. Eh bien, je pense que l'idée démocratique, c'est de fertiliser les 3 choses. L'idée démocratique aussi, je parlais de Mounier, c'est pour moi très important. Ces 3 sommets, c'est la personne, c'est la communauté, c'est les valeurs. Et il dit quelque part que si on prend la personne sans la régulation
par la communauté et les valeurs, ça donne l'individualisme. Si vous prenez la communauté sans la régulation par la personne unique et singulière et par les valeurs, ça donne la foule, la masse dont parle Platon. Et quand vous prenez les valeurs sans régulation par la personne et sans la communauté, vous avez l'absolutisme, l'intégrisme. Il faut donc faire en sorte que toute séquence démocratique puisse fertiliser ces différents éléments-là, ces trois sommets de l'idée démocratique. Premier élément, la maison de la citoyenneté. J'étais très étonné lorsque j'ai arrêté mon mandat d'élu municipal. Il y a eu quelques reportages télé à Kingersheim et avec des micro-trottoirs. Et quand j'ai vu le rendu, j'étais étonné de nombre de fois où les gens font référence à la maison de citoyenneté en disant, chez nous, le maire ne décide pas tout seul. C'est important. Et même si on touche loin de là tout le monde, et on n'a pas réussi à toucher les invisibles, pour en parler dans le débat, on touche essentiellement les inclus, c'est ça qui est dramatique, ceux qui vont déjà voter, malgré les efforts qu'on a fait pour... mais à un moment donné, la démocratie s'arrête où commence l'inégalité sociale, les fins de mois difficiles, et tout cela, ça montre aussi qu'il y a une fertilisation des réponses sur l'urgence démocratique, sociale et écologique, et que tout ça est lié. Et j'ai été étonné, par contre, du nombre de gens qui se disent ils ont leur maison quelque part. Et s'ils ont besoin de gueuler, ils viennent à la maison de la citoyenneté. Voilà. Deuxième exigence, et c'est au cœur de notre démarche, qui diffère très nettement de ce qu'on a pu voir ailleurs, c'est une démocratie continue, mais qui n'a rien à voir avec une démocratie en continu, avec des palabres sans fin, sans débouché de décision, sans débouché politique au sens noble du terme. La démocratie continue, c'est le principe simple. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet inscrit dans notre contrat municipal, à chaque fois que des habitants portent un projet, ou à chaque fois qu'une pétition vient sur la table du maire, alors nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique. Cette séquence démocratique qui émancipe le débat et la co-construction, la concertation qui est plus faible, eh bien, il faut que cette séquence soit décisive pour la décision de ceux qui doivent la prendre, élus ou par référendum s'il le faut. Et donc, il y a un continuum, ce que j'appelle un continuum démocratique entre la phase décisive, qui prend du temps, et la phase décisionnelle. Et du coup, on est dans un dépassement de la démocratie participative où on participe sans voter, ou la démocratie directe où on vote sans participer. Parce qu'en réalité, le parcours d'une séquence démocratique commence par l'invitation à toutes les personnes concernées, par un débat forum qui invite toutes les personnes à s'approprier la question, la pétition, le projet du maire ou de l'équipe municipale, à se poser les questions, à mettre sur la table les peurs qui est constitutive de la société d'aujourd'hui. On aurait pu parler de la peur aujourd'hui. Et les premières préoccupations. Et à l'issue de cette réunion publique, qui n'est jamais décisionnelle, parce que je dis souvent aux élus, sortez de la tête de vos fantasmes qu'une réunion publique est un lieu de décision. C'est un lieu de partage qui doit être maîtrisé, d'où l'importance d'ingénieurs de débat public, mais c'est le début. Et à l'issue de cette première réunion, je dis une chose qui met les gens en confiance. Écoutez, je suis un élu, je suis votre élu avec l'équipe municipale, mais je n'ai pas la science infuse. Je porte des valeurs, on dira le périmètre de ce qui est négociable et ce qui n'est pas, mais c'est ensemble qu'on va trouver le bon compromis. Et cette séquence du forum débat institue la séquence démocratique. Je voudrais ajouter que toute séquence est préparée par une équipe projet hybride, un porteur politique, un porteur technique et 3 ou 4 agoracteurs, qu'elle est validée par une instance qu'on a mis en place en 2015 qui s'appelle le Conseil communal de démocratie, qui n'a rien de décisionnaire, mais que toutes les 6 semaines, samedi matin, on se réunit avec 50 habitants, la municipalité, les collaborateurs principaux, les représentants des organisations, pour valider les séquences qui ont été préparées. Donc, ce n'est plus le bureau du maire, nous sortent la séquenciation, la planification, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais notre conseil communal. Dans ce parcours dont je parlais à l'instant, on confie à une instance participative de faire la co-construction, d'aller affronter la complexité, d'aller affronter la réciprocité des échanges. Et donc, c'est le temps long de la co-construction. Ce temps long est dédié et confié à ce que nous appelons les conseils participatifs. Il y a donc, pour être tout à fait au clair, autant de projets, autant de séquences démocratiques qu'il y a de projets, autant de conseils participatifs qu'il y a de séquences. Exemple, aménagement du temps de l'enfant. Exemple, révision du plan local d'urbanisme. Exemple,
parc public au cœur de la ville. Autant de projets, 40 projets en 10 dernières années, c'est 40 séquences différentes et 40 conseils participatifs. Ce qui diffère de ce que je vois aujourd'hui en France et qui porte en soi forcément l'échec, parce qu'on reste dans une démocratie à la queue leu où des décisions en silo, c'est on crée une convention citoyenne, je ne parle même pas du climat parce qu'on pourrait parler longuement, ou un conseil citoyen à côté du conseil municipal, comme si les conseils municipaux n'étaient pas des citoyens. On fait un conseil scientifique et on ne réunit jamais les différentes approches, les différentes sensibilités, les différents regards. Et donc, les conseils participatifs sont toujours composés de 4 collèges qui font la France en miniature, qui se parlent. Un collège des habitants, d'abord volontaires, puis après le tirage au sort pour développer la pluralité dont parle Hannah Arendt. Un collège d'élus, majoritaires et minoritaires. Un collège d'experts, les collaborateurs de la mairie, mais aussi d'autres expertises. Et contrairement aux démagogues, je pense que l'expertise permet d'objectiver le débat public. Et puis, les représentants des organisations syndicales, associatives, qui sont squeezés, qui ne sont jamais entendus, qui sont pourtant des opérateurs de médiation. Et vous avez autour de la table, ça peut être explosif, mais comme ils sont tous différents, on apporte notre apport différent, nous sommes tous semblables, puisqu'on veut construire du commun. Et ça met du temps. Et le processus décisionnel se fait par consentement, ce qu'on appelle la gouvernance partagée, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui dit oui, mais il n'y a plus personne qui dit non. C'est une démocratie argumentée qui va progressivement, au fil de l'eau, pour terminer un travail. Le conseil participatif dit qu'il est prêt. Je les invite au conseil municipal. Je fais une délibération en fonction de leurs conclusions. Et au conseil municipal, je suspends la séance. Je demande aux adjoints de se retirer et je demande aux représentants des 4 collèges de venir au conseil municipal pour développer leurs propositions qui sont ensuite prises, validées, plus une validation qu'une décision en fait, puisque le processus est en cours depuis le début, valider les propositions du conseil participatif. Et voilà, je termine là-dessus. Et en fait, on arrive à une situation où on prend une décision comme un cueil aux fruits mûrs. Alors, vous allez me dire, il y a des sujets compliqués au niveau national et on n'est pas prêt à ça, mais si au niveau local, on n'ose pas le changement, si on n'ose pas de changer de paradigme, si on n'ose pas considérer que le territoire vécu est le lieu de transformation personnelle et collective, et le lieu de transformation des pratiques démocratiques, alors on n'a rien compris, on en a parlé à table tout à l'heure, combien le principe de subsidiarité est essentiel et devrait être complètement pris en compte. Et je termine mes propos pour vous dire que, au fond, la démocratie construction, on est au cœur du sujet, n'est pas autre chose qu'une démocratie de fraternité. C'est le pari fou d'une démocratie de fraternité qui n'a rien à voir avec bisounours. Et c'est donc l'antidote de la défiance. Et cette démocratie de fraternité invite à relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, tout est lié, tout est donné, tout est fragile, tout est politique. La démocratie de construction est bien plus une question d'ingénierie. Elle se veut, en tout cas dans ma conception, œuvre d'humanisation. Merci de m'avoir écouté. Merci à Joe Spiegel pour ses réflexions et cette expérience passionnante. Je vous rappelle que vous pouvez poser dès à présent vos questions par écrit. Dès que vous avez écrit une question, vous levez le bras et puis quelqu'un va venir ramasser les petits papiers. Hein, Michel, par exemple, ou Mathilde. Voilà, je me tourne vers Philippe Royer. Donc, voilà. Alors, j'ai trouvé une citation de vous dans une interview au magazine Challenge en 2020. Vous déclariez, s'agissant de la transformation au monde, que les politiques me paraissent dépassées. Oui, c'est aux entreprises que revient en grande partie la responsabilité d'aider le monde à passer le cap, et il y a urgence. Donc, vous mettez la barre haute pour les entreprises. Alors maintenant, il va falloir assumer, et je vous passe la parole. Merci Jo pour cette intervention. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir, soit dans la salle, soit par écran interposé. Quelques mots sur lesquels je me retrouve très facilement, qui vont faire un lien entre nos deux interventions. Effectivement, la défiance, on ne va pas résoudre la défiance si on ne retrouve pas la confiance. Donc, c'est également quelque chose qui va qui va traverser mon propos. Il faut que le pouvoir redevienne un service, quelque chose de majeur. Ce qui est un drame pour le politique aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que quand l'élu
est élu, il pense avoir gagné et que tout est fait, alors que normalement, c'est le début de l'action. C'est-à-dire que l'élection est devenue la victoire, alors que normalement, ça devrait être le bilan qui devrait être la victoire. Donc, il va falloir retrouver ce sens du service et arrêter de satisfaire ses égos. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur le politique. Vous verrez que je suis plein d'espérance sur plein d'autres sujets. Mais c'est ça. Et puis, ce processus de décision qu'on connaît bien en entreprise, qui me semble déterminant et qui doit être organisé parce que le participatif n'a de sens que s'il se traduit par quelque chose. Et un des points, par exemple, qui, à mon avis, était une lacune, ça me semblait positif qu'il y ait un grand débat, par exemple, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes. Par contre, un grand débat qui n'est pas poursuivi d'un process de décision, ça peut faire beaucoup d'insatisfaction, voire beaucoup de déception. Et qu'est-ce que la défiance? C'est une confiance trahie par rapport à ça. Et pourquoi on a un taux de défiance significatif en France qui est supérieur aux autres pays. On est à 38%, parce que ça se mesure, le taux de défiance, on est à 38% en France, contre 23% dans les autres pays de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'on a un taux de défiance qui est bien supérieur aux autres pays. Voilà. Et on voit un certain nombre de politiques qui passent les uns derrière les autres, notamment sur les présidentielles. Et donc, c'est ce qui fait que, autant je suis quelqu'un qui est rempli d'espérance, autant le schéma politique actuel m'interpelle. Et je pense qu'effectivement, c'est la société civile qui va amener les politiques. Alors, j'admire ce que fait Jo, et j'aimerais que ça soit fait dans beaucoup de communes et d'agglomérations et de secteurs de députés et de sénateurs. Mais ce n'est pas ce que je vois, moi, dans la réalité, et on pourra en débattre tout à l'heure après, ce n'est pas ce que je vois dans la réalité, et qu'est-ce qu'on peut amener aux politiques? Le premier point qu'on peut amener aux politiques, c'est un peu de sortir de la tyrannie du court terme. Là où le politique devrait nous amener à prendre du recul et à poser une vision, il n'y a pas plus court terme que le politique aujourd'hui par rapport à ça. L'enjeu, c'est de passer sur un plateau TV et de faire un débat de SCU de 3 minutes contre 3 minutes. On n'est pas prêt de trouver la vision en s'y prenant de cette manière-là, parce que la vision, ça nécessite une prise de recul, ça nécessite du temps, ça nécessite la question du temps long, ça nécessite de réfléchir, de visiter un peu les questions philosophiques, politiques, économiques, donc de toutes les sciences, tous les domaines des sciences, pour pouvoir poser cette vision-là. Et quand on la pose, cette vision au niveau des EDC, qu'est-ce que l'on situe? On a travaillé sur la mutation. On situe cette mutation qui commence dans les années 2000, je pourrais dire même à la chute du mur de Berlin. Jusqu'au mur de Berlin, on a deux modèles qui s'opposent, c'est le modèle communiste et puis le modèle américain. Donc, quand il y en a un qui chute, il reste plus que le modèle libéral, voire ultra-libéral américain. Et de ce modèle-là, pendant 10 ans, si vous prenez tous les textes, beaucoup de textes entre 90 et 2000, être contre ce modèle-là, c'est quasiment mission impossible, inaudible. Et qu'est-ce qui se passe? Ce modèle-là est télescopé par une défiance. La défiance, c'est l'attentat du 11 septembre. Alors, une défiance qu'on ne voit pas venir par rapport à ça et qui dit, de toute façon, ça ne se passera pas comme ça. Nous, on va combattre ce schéma-là. Et on n'est pas sorti de là. Vous voyez, l'Afghanistan il y a encore peu de temps. Enfin, donc, on est encore dans cette problématique géopolitique mondiale depuis le 11 septembre et on est loin d'en être sorti par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui s'enchaîne derrière? Crise financière, 2008. On a traité les effets, on n'a pas traité les causes. Et donc, derrière, on a enchaîné un endettement des pays. Quoi qu'il en coûte, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui vont être derrière? Moi, autant j'étais pour le quoi qu'il en coûte dans la première partie. Dans cette seconde partie, le but n'est pas de financer une campagne électorale sur ça. Donc, ça me semble quand même dangereux de laisser aux jeunes. Qu'est-ce qu'on a eu en même temps dans cette période-là dette, je vais dire dette écologique? Il faut quand même avouer qu'on a surconsommé et que ma génération, on n'a pas à être très fier de la surconsommation des énergies fossiles telles qu'on l'a exploitée. Je veux dire, quand on regardera les livres d'histoire dans 100 ou 200 ans, sincèrement, on a eu une attitude qui n'était pas adaptée, qui n'était même pas civilisée. Et donc, il faut qu'on se remette en cause sur cette question-là. Bonne nouvelle, les jeunes arrivent avec un souci de l'écologie qui est très fort, donc il y a plein d'atouts par rapport à ça.
Et puis nos générations sont en train de prendre conscience de cette question écologique. Et Jo faisait référence à la Laudato Si, bien sûr que tout est lié, et on ne peut pas abîmer la planète sur ça. Et donc, derrière, crise pandémique, pour moi, crise politique, je suis assez pessimiste sur la crise présidentielle. Vous allez dire tout ça, les EDC, c'est un peu plombant, on va repartir avec le moral dans les chaussettes. Non, je pense qu'il faut faire cette analyse-là. Cette mutation, quand on travaille avec des sociologues, on voit plutôt le cycle qui se terminerait en 2030. Et qu'est-ce qui va se passer entre 2021, on est, ou 2030? Il va y avoir des nouveaux chaos et il va y avoir de l'émergence. Parce que comme à chaque fois, quand un cycle se termine, la question, c'est est-ce qu'on se place du côté de l'émergence ou est-ce qu'on se place du côté tout est foutu? Moi, je me place du côté de l'émergence, clairement. Par contre, d'être pour l'émergence d'un nouveau paradigme n'exclut pas de faire un diagnostic réel de la situation pour pouvoir mieux en rebondir et pour pouvoir justement poser les fondements qui vont nous permettre de ça. Et donc, ces urgences et ces causes de la défiance, qu'est-ce qu'elles génèrent? Elles génèrent des peurs. Voilà. Elles génèrent des peurs. Moi, je suis allé sur des ronds-points où il y avait des gilets jaunes. Ce n'était pas les gens en grande difficulté sociale qui étaient là. C'était les gens qui étaient un peu au-dessus du SMIC. Moi, j'ai eu quelques salariés à y aller. Et qu'est-ce qu'ils disaient? On est dans une société du toujours plus. Et nous, on va passer du mauvais côté. Qu'est-ce qui se passe? On a une telle fracture sociale qui est en train de s'amplifier. Quand vous avez 28 milliardaires mondiaux qui vont globaliser pas loin de 50% de la richesse mondiale, est-ce qu'on peut encore continuer dans un modèle comme ça? C'est simplement, je vais dire, on a perdu le bon sens. Donc, il va falloir qu'on retrouve quelque chose de cohérent par rapport à ça. Donc, il y a ces fractures-là, ces fractures sociales. On parle beaucoup, on défend beaucoup, d'ailleurs les syndicalistes défendent beaucoup ceux qui ont un travail. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont plus rien sur ça? Pour moi, il y a une vraie question autour de ça, et j'estime que l'entreprise a un rôle à jouer sur ces questions-là. Après, on se dit que ça ne va pas bien, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 30, 40, 50 ans? On a déconstruit les valeurs qui amenaient un socle de solidité de la société. On a déconstruit ces valeurs. La famille était un socle de durabilité d'une société. On a globalement déconstruit les valeurs pour revenir à des choses très, très court terme. On a des sensibilités de jeunes, maintenant 13 ans, 12 ans et autres. On voit bien que les choses partent un petit peu à la dérive. Et à l'inverse, on a peur de la modernité. Alors moi, je suis pour la modernité. Il faut qu'on s'empare, si on veut être ces facteurs d'émergence du cycle vers 2030, il faut s'emparer de la modernité. Je dirais comment nous on le fait dans le groupe d'entreprises que je dirige, mais n'ayons pas peur de la modernité. Pour moi, la réussite d'un modèle, ce sera de s'emparer de la modernité et de retrouver des valeurs, de retrouver le fait qu'une parole vaille quelque chose par rapport à ça. Pourquoi une parole qui n'a pas d'acte, aujourd'hui, n'a aucun intérêt? Je vais dire, de toute façon, la parole n'a plus de valeur. Et donc, soit on est dans la peur, celle des gilets jaunes, soit on est dans l'incivilité. Comme on pense que tout n'est pas loin d'être foutu, autant que j'en profite. Et même si je fais un truc qui est borderline, ben finalement je fais. Avec les impôts, je m'arrange avec plein de trucs. Voilà. Et puis, on a eu l'exemple de Tapi dernièrement. Je vais dire, 7 condamnations et autres. Et on est quasiment arrivé aux hommages nationaux. Parce qu'on est dans l'émotion. Par rapport à ça. Moi, je n'enlève pas que c'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire. Mais on peut avoir un charisme extraordinaire, on peut avoir un talent extraordinaire, mais quel dommage qu'il ne l'ait pas mis avec honnêteté. On ne peut pas bâtir une société en disant que la fin justifie les moyens et que pour gagner même une Ligue des Champions, il faut tricher, ce n'est pas grave, l'important c'est de la gagner. Quand vous bâtissez une société sur des valeurs comme ça, vous êtes à peu près sûr de rencontrer des assez grandes difficultés derrière. Donc, on ne trouvera pas de solution sans traiter ces fractures. Ces fractures, elles sont aussi urbaines et rurales. Moi qui suis du monde rural, je viens d'un département qui est le département de la Mayenne, à un moment, on a tout mis sur les mégalopoles. Complètement aberrant sur le plan de l'écologie. On est en train, vous prenez les analyses de Jancovici sur Carbone 4, vous allez voir que les villes souhaitées sont 30 à 40 000 habitants, 20 000 habitants.
donc plutôt des villes telles que Jo a pu administrer. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a le Grand Paris, puis après, on va faire le très, très Grand Paris. Puis, on va faire une mégalopole comme Ario, je ne sais pas où, dans lequel, qu'est-ce qu'on finit à faire dans ces villes-là? On finit à avoir des bidonvilles, dans lesquels, sur ces bidonvilles, qu'est-ce qu'on a? Les déchets de la société de consommation matérialiste et les déchets de la société humaine. Je suis un peu violent en disant déchets, mais les exclus de la société humaine. Quand une société arrive à mettre dans des mégalopoles des gens sur les déchets de la société de consommation et qui sont des exclus, c'est qu'il est temps de changer de paradigme. Et donc, nous, on pense qu'il est temps de changer de paradigme, il est temps de dire que ça ne va pas. Et donc, il est temps de donner une nouvelle impulsion par rapport à ça. Et ces fractures, donc là, il faut revenir vers les territoires ruraux, il faut redécentraliser. La subsidiarité est indispensable. La France, qui est jacobine, a un handicap. Dans ça, on est structuré pour que tout parte de Paris, tout se passe à Paris et autres. Mais il y a plein de potentiels de territoires vivants qui ne sont pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'initiative, on a peur de la décentralisation. On a peur qu'un territoire fasse un truc qui serait différent d'un autre territoire. Mais le principe d'un territoire, c'est qu'il soit différent d'un autre. L'Alsace est forcément différente des Pays de Loire, qui va être différente de l'Aquitaine ou du Pays Basque. Et heureusement, et qu'il va falloir qu'on retrouve quoi? L'équilibre entre l'identité territoriale et l'altérité. On veut normaliser, on est dans une société de la normalisation. On retrouvera de la vitalité quand on retrouvera de l'identité, et que cette identité, par contre, ne nous amène pas à nous replier sur nous, mais à nous ouvrir aux autres dans l'altérité. Sinon, on tombera dans l'intégrisme, ce n'est pas ce qui est souhaité. Donc, et cette fracture, elle est même à l'intérieur des territoires urbains. Si vous prenez la région parisienne, si vous prenez beaucoup de grandes villes, maintenant, je vais dire, les gens qui sont relativement riches ont les moyens d'être en centre-ville, dans un espace à peu près sécurisé. Et les autres sont la deuxième, troisième couronne, voire dans des espaces où il n'y a plus du tout de sécurité. Est-ce qu'on peut accepter qu'il n'y ait pas de sécurité dans 120 quartiers en France de manière… Je vais dire, c'est facile de dire aux autres qui doivent vivre là. Est-ce qu'il y a un de nous dans la salle qui irait vivre dans ces quartiers-là? Moi, je connais des personnes, quelqu'un de ma famille qui a été dépouillé 3 fois. Il dit, moi, je suis devenu contestataire, je vote Front National, au Rassemblement National maintenant. Il n'avait rien du tout de thèse intégriste par rapport à ça. Mais vous avez des gens qui sont dans des situations telles, voilà. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous êtes des populistes. Vous êtes des populistes. Et attendez, c'est facile de dire à quelqu'un que vous êtes populiste quand vous êtes du bon côté de la barrière. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller rejoindre ces gens-là pour que justement leurs besoins de sécurité soient garantis, ce qui est la moindre des choses quand on est dans un pays comme la France par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on rebondisse sur ça. Et un point qui est peut-être un point majeur qui explique certainement le schéma, j'ai commencé à l'expliquer quand j'ai parlé des mégalopoles et des bidonvilles, Jo lui a commencé à faire référence à ça, c'est qu'il faut retrouver la personne humaine. On a quitté la notion de personne humaine avec tout ce qu'elle a de plus beau d'énergie, d'entreprendre et autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a transformé en consommateur. Alors, je disais consommateur et lecteur, moi je dirais consommateur parce que j'ai moins cette maîtrise de cet aspect politique, mais clairement en consommateur. Pourquoi? Cette personne humaine qui a la vocation à changer les choses, on l'a alimentée en bien de consommation. Et dose par dose, avec le marketing qui va bien, et en fin de compte, on a satisfait ces petits désirs. Mais maintenant, on a même prévu le petit désir suivant. Et donc, la personne est blasée de désirs accomplis, de petits plaisirs accomplis. Quand vous êtes blasé de petits désirs accomplis, vous n'êtes plus une personne, vous devenez un individu. Et d'être un individu, l'étape suivante, et elle a été franchie, c'est devenir un individualiste. Qu'est-ce que vous cherchez? Comme quelqu'un qui prend de l'héroïne, la dose supplémentaire. Vous avez votre dose de consommation supplémentaire, et ça, c'est important de le nommer parce que cette dose, elle est inconsciente. On le vit nous-mêmes, on se fait piéger nous-mêmes par rapport à ça, et on est arrivé à l'individualisme triomphant. Et en arrivant à l'individualisme triomphant, on voudrait le bien commun. On voudrait que la somme des individualismes fasse le bien commun. La somme des individualismes ne fera jamais le bien commun. Voilà, on en a la preuve aujourd'hui. Donc, c'est bien en repartant d'un projet de bien commun qu'on trouvera la place et l'épanouissement de chaque personne.
Ce n'est pas en partant de l'individualisme de chaque personne et de la satisfaction consumériste exacerbée qu'on va faire un projet de bien commun. Donc, pour moi, il y a une urgence à retrouver un projet de bien commun. Et cette urgence-là, donc, ça nous amène à exercer notre liberté de se mettre en action. Dans cette liberté de mise en action, si on est un peu honnête, 5 minutes, on est assez d'accord sur le diagnostic qu'on a posé l'un et l'autre parce qu'on dit plein de choses complémentaires. Mais le problème, c'est qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent. Le problème, c'est qu'on est bien d'accord que ça devrait aller vers le bien commun, mais et moi, est-ce que moi, je suis prêt à lâcher prise d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de biens, d'un certain nombre de satisfactions pour œuvrer pour le bien commun? Est-ce que je suis prêt à aller à la rencontre du plus pauvre par rapport à ça? Et parce que c'est bien d'en parler, mais si on ne le rencontre pas, il ne se passe rien sur ça. Et donc, la question, le monde ne changera que si on se met à changer individuellement. Et l'enjeu, c'est de reprendre conscience que, au lieu d'être, je vais dire, un pantin de la consommation, est-ce qu'on réexerce notre liberté de personne humaine? Et est-ce qu'on mesure qu'on a cette liberté beaucoup plus grande que celle qu'on imagine? Et chacun a en lui-même la vocation, l'envie de contribuer à ce bien commun. Est-ce qu'on s'empare de ça? Qu'on ait 15 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans, chacun, à n'importe quel âge et dans n'importe quel lieu, a la possibilité d'exercer le bien commun là où il est. Et on a trop de spectateurs et de commentateurs du monde, on a besoin d'acteurs. Maintenant, je vais dire, il va être temps d'agir. On ne peut pas critiquer les politiques et ne pas agir nous-mêmes là où on est. C'est pour ça que moi, je me suis engagé aux EDC, parce qu'on a un devoir d'action dans le monde, on a un devoir de service au monde par rapport à ça. Chacun le fera dans sa vocation, chacun n'a pas les mêmes talents. Et autres. Par contre, on a tous besoin de retrouver cette utopie du bien commun. Cette utopie du bien commun, comment on la décrit aux EDC? La première point, c'est cette liberté d'entreprendre. Il faut se réemparer de cette liberté d'entreprendre. Tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. Tout le monde ne va pas racheter une entreprise ou créer une entreprise. Par contre, tout le monde peut entreprendre sa vie. Tout le monde peut avoir l'audace d'entreprendre sa vie beaucoup plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Vous avez tous, on a tous, chacun, des autotrahisons de vocation qu'on n'exerce pas. C'est-à-dire qu'on a tous parfois, en disant « mais je me sentirais bien appelé au plus profond de moi à faire telle chose, mais je ne le fais pas ». Quel dommage dans une vie de ne pas faire ce à quoi on se sent appelé. Il faut avoir du courage. Il faut qu'on ait ce courage. On ne changera pas la société sans retrouver la vertu du courage. Il faut avoir ce courage de se dire « je vais aller sur un terrain qui va me déranger, je vais prendre des responsabilités qui sont peut-être déraisonnables. Mais si l'appel est là, on doit être ces serviteurs qui répondent à cet appel et qui vont un pas plus loin. » Le deuxième point, c'est la co-création. Il faut qu'on reprenne conscience que le monde n'a pas été créé une fois pour toutes par Dieu, pour ceux qui sont chrétiens, et que ça se serait arrêté. Quand on est chrétien, on a un devoir d'espérance. Face à plus le monde aurait des raisons d'être pessimiste, plus le chrétien a un devoir d'espérance. C'est-à-dire que notre devoir d'espérance doit être quasiment proportionnel à la défiance qui est en train de s'exercer dans le monde. Donc, ça veut dire que plus il y a de défiance, plus les chrétiens doivent se mettre en mouvement pour déplacer les montagnes. C'est l'appel qui est fait aux chrétiens. C'est un appel de devoir d'espérance pour vraiment être ces personnes qui vont concourir dans l'altérité et dans le respect des sensibilités spirituelles des autres. Mais on a une vocation particulière à apporter par rapport à ça. Et cette vocation-là, on doit l'exercer. C'est là où date aussi, sur 2 points. L'inclusion sociale et le respect de la planète ne peuvent pas rester des options, et y compris en entreprise. Ça doit rentrer dans les modèles économiques. On a été longtemps, parfois, en entreprise, à dire on va faire de l'inclusion sociale si on a un très bon résultat. Non, il faut changer les moyens. Nous, aux EDC, on est pour le maintien des aides d'urgence, parce que bien sûr, tout le monde, on a cette chance en France d'être protégé, de pouvoir avoir un accident de la vie et d'en être protégé, que ce soit une maladie, voire une autre difficulté. Mais par rapport à ça, pour moi, je préférerais qu'on redonne beaucoup plus d'argent à l'inclusion sociale et que d'aider quelqu'un à retrouver la dignité par le travail, plutôt que de lui verser une somme pour qu'il se taise, parce que c'est ça qu'on fait.
Et nous qui sommes attachés à la dignité dans la pensée sociale chrétienne, le pire acte, c'est de donner de l'argent et de dire à quelqu'un on n'a pas besoin de toi. C'est ça le pire. Chaque être humain a une contribution particulière à donner à la société. Donc lui donner de l'argent et en lui disant tu te tais, c'est dramatique. Chaque personne est là, il faut aller les relever un par un. Moi, je me suis occupé d'insertion de prisonniers pendant 5 ans. J'ai beaucoup plus appris dans cette période-là qu'en ayant fait un DESS, qu'en étant dirigeant d'entreprise et autres. Parce que quand vous rencontrez la personne et que Jacques, Paul et autres, il est né à tel endroit, on se dit déjà, si j'étais né à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passerait? Avec les parents qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu, avec l'environnement qui a été le sien. Moi, plein de fois, je me suis dit, j'aurais peut-être fait plus de conneries que lui. Donc, par rapport à ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et notre rôle en inclusion sociale, c'est d'aller les relever un par un. On a cette responsabilité d'aller les relever. Moi, je dis, au moins, aller en rencontrer un. Voilà. On ne peut pas parler de la misère sans rencontrer une personne en difficulté. Sinon, taisez-vous, taisons-nous. Arrêtons de parler d'un truc qu'on ne vit pas. Laissons ceux qui le vivent en parler parce qu'on en a marre de ça. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Pas grand monde, pas suffisamment. Et alors, il y a plein d'associations qui font des choses extraordinaires. Donc, il faut qu'on aille les aider. Et aux EDC, on vient avec Agir avec les EDC, on vient de négocier un partenariat avec 85 associations. Et on ne refait pas les associations. Il y a un tissu associatif extraordinaire en France. Par contre, il faut le relier, ce tissu associatif, il faut l'aider à se mettre en mouvement. Et puis, le respect de la planète, c'est forcément fondamental. Il faut changer les modèles. Ça va télescoper dur. Que quand vous êtes dans l'automobile, vous voyez bien tous les enjeux qui sont en train de se passer. Si vous êtes dans une usine qui fabriquait des choses qui concernent le thermique et qu'on va passer à l'électrique ou peut-être à l'hydrogène demain, ça va quand même changer la donne. Donc, il faut qu'on fasse ça. Moi, dans l'entreprise où je suis, on a intégré ces éléments d'inclusion sociale, parce que je pense qu'on ne peut pas en parler sans le faire. Autour des prisonniers, autour des personnes handicapées, on a créé une association. On emploie maintenant près de 200 personnes handicapées pour les permettre la réinsertion après dans des entreprises classiques. Donc, il y a plein de choses à faire et ça marche quand on le fait. On peut avoir des entreprises performantes en faisant de l'inclusion sociale. On peut se réconcilier avec l'écologie. Moi, j'étais dans le secteur qui était peut-être taxé le plus de pollution, l'agriculture. Aujourd'hui, on a 18 000 adhérents clients. On a travaillé tous les bilans carbone, on travaille le non-OGM, l'autonomie protéique et autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réconcilié les agriculteurs avec l'écologie en leur disant, mais vous faites le plus beau métier du monde. Si vous ne vous emparez pas de l'écologie, qui va s'en emparer? Arrêtons d'attaquer les gens en disant que vous êtes des pollueurs. Dites-leur que vous faites peut-être le plus beau métier du monde et on peut le faire de manière plus vertueuse ensemble. Quand vous agressez quelqu'un, n'attendez pas à ce qu'il se mette en mouvement. Si vous allez vers lui en disant c'est quoi ta problématique, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose de plus beau, tout de suite on met les gens en chemin et je pense que c'est ce qui se passe dans les commissions qui peuvent être vécues d'après de Mulhouse. Donc il faut faire ça. Et quand on est dans cette dynamique-là, moi je connais plein de gens aux EDC, dans plein de mouvements, qui ont envie d'aller vers ça. Puis souvent, c'est comme Saint Paul disait, j'ai engagé tout ça, mais je ne fais pas encore tout le bien que je voudrais faire. Il m'arrive, pire même, il m'arrive de faire encore le mal que je ne voudrais pas faire. Et ça, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive encore par rapport à ça, de me dire, je pourrais encore faire plus de bien. Et puis là, il y a des choses où je fais encore parfois le mal que je ne voudrais pas faire. Je juge trop vite des gens, je les mets dans des cases et autres. Comment on peut inverser ce paradigme-là? Parce que je pense qu'il n'y a que cette inversion de paradigme-là qui changera tout le reste finalement. Il faut arrêter de s'agiter à vouloir tout conquérir. Il faut que chacun reprenne conscience qu'il a déjà tout reçu. On a déjà plein de talents en nous. L'enjeu, c'est simplement de s'en réemparer. C'est d'arrêter de vouloir conquérir du toujours plus. Il faut arrêter avec le toujours plus pour passer avec le toujours mieux. Il faut réussir à rendre son ordinaire extraordinaire. Les gens penseraient que l'extraordinaire d'une vie serait de faire un voyage, je ne sais pas, aux Bahamas ou autre. Ce n'est pas ça l'extraordinaire d'une vie. L'extraordinaire d'une vie, c'est de rendre extraordinaire son ordinaire. C'est ce que disait saint Augustin, c'est de continuer à désirer les biens qu'on a déjà et d'arrêter de vouloir en accumuler des centaines. Donc, il faut retrouver, qu'est-ce qu'il faut retrouver? Le sens de l'émerveillement. Redonner de l'émerveillement à votre vie, redonner cette simplicité, j'ai bien aimé le terme de simplicité,
les gens qui sont formés doivent s'approprier la complexité pour la rendre simple et accessible à tous. Quand des propos ne sont plus accessibles à des concitoyens ou à des salariés, parce que le dirigeant ou le maire se prend au sérieux, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu. Le rôle des gens qui ont des responsabilités, c'est de comprendre la complexité pour l'amener dans la simplicité et d'arrêter d'utiliser des termes et des propos et des explications qui font qu'on va perdre la moitié des gens simplement pour montrer qu'on a le savoir et que les autres ne l'ont pas. Donc, c'est ce retour au service et c'est ce retour à l'émerveillement. Moi, je pense que ce retour à l'émerveillement, c'est quoi? C'est revivre le présent comme quasiment comme chaque jour un miracle inouï. C'est d'arrêter d'être dans la nostalgie du passé, arrêter d'être dans la projection d'un futur anxiogène et revivre le présent, être cohérent là où on est. Et si on se met tous en mouvement et qu'on porte cette vision-là, je pense qu'on changera le monde de manière significative. Merci. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez encore faire passer vos questions sur vos petits papiers dans la salle ou les poser sur Zoom via la conversation. Je passe la parole à Olivier Benoît pour les premières questions. Alors, on a une première question pour Joe Spiegel. Vous avez décrit votre expérience au niveau d'une municipalité de taille moyenne, je dirais. Comment pensez-vous que ce type de processus, de fonctionnement, peut être appliqué au niveau départemental, régional, voire national? On a en tête la Convention citoyenne sur le climat, qui n'était pas forcément un franc succès. Voilà la première question. Mais c'est incroyable. La première question, c'est toujours la question du changement d'échelle. Est-ce que ce que vous faites de la commune, c'est jouable au-dessus? D'abord, je pense que comme c'est une démocratie de projet, avec une séquence définie, dédiée à un projet, c'est jouable à toutes les échelles dès lors qu'on a la volonté politique. C'est plus compliqué à l'échelle nationale parce qu'il faudra démultiplier les lieux de débat, reconcentrer la co-construction. Mais au niveau du grand débat, on aurait pu imaginer des instances participatives du type de Kiensheim et de faire une synthèse, parce que c'est ça qui manquait en fait. Parce que les gens ne supportent plus quand… En fait, c'est discute et puis je décide. Mais ce n'est pas du tout ça. Donc, d'abord, c'est jouable puisqu'on l'a expérimenté aussi à l'échelle intercommunale. J'étais quelque temps président de l'agglomération et j'avais mis au cœur du projet, je me dis, qu'est-ce qui va être important à Mulhouse? La région mulhousienne, qui est une région en désindustrialisation, mécanique, la potasse, et qui est un territoire à inventer. Et en fait, je me suis dit, ce qui va rassembler, c'est le climat. Et donc, on a lancé un plan climat, air, énergie territoriale, un des premiers en France, en 2007, en y mettant toute la démarche qu'on met en œuvre à Kiensheim, c'est-à-dire un débat, 5000 personnes ont débattu sur différents lieux, un conseil participatif de 120 personnes, depuis EDF jusqu'à des gens proches d'Alternativa, le temps long de la discussion, l'appropriation des enjeux, et comme c'était à la fois des élus, des experts, ça a permis de faire une proposition, un plan d'action qui était retenu à l'unanimité de l'agglomération. Donc c'est possible à l'échelle de l'agglomération, puisqu'on a ensuite sanctuarisé, on a appelé les conseils participatifs les ateliers projets. Et on s'est dit que à chaque fois que vous mettez en agenda un projet communautaire, d'ailleurs, c'est étonnant de voir le déficit démocratique des intercommunalités qui portent des compétences très fortes et des budgets très costauds. Qui a eu l'occasion de parler de mobilité, qui est la compétence forte de l'intercommunalité? Qui a l'occasion de parler de déchets, politique de déchets de l'intercommunalité, de l'économie, enfin, des compétences portées par l'intercommunalité en vertu même du principe de subsidiarité. S'il y a une bonne chose qui a été faite en France, c'est bien le couple commune-communauté, parce qu'il n'y a pas de doublon. À l'inverse de commune qui a une compétence générale, un maire peut construire sa tour Eiffel dans sa commune, ça ne gênerait personne, il a le droit de le faire. En réalité, le couple commune-communauté, c'est on délègue à la communauté d'agglomération, à la communauté commune, ce que les communes seules ne peuvent pas faire. C'est le principe de subsidiarité. Et par là, le principe de lisibilité. Et par là, le principe de répartiteur de solidarité. Quand je suis arrivé en responsabilité, j'ai vu des maires, selon l'implantation des entreprises, à la tête de communes riches ou de communes pauvres, et des gens à 5 km d'intervalle, ce que vous appelez la fracture territoriale, à l'intérieur même des communautés, inexplicable, inacceptable. Et donc, on a mis en place des services publics intercommunaux, de telle sorte que tous les enfants de la République territoriale puissent avoir accès. C'est les crèches, le périscolaire,
la propreté. Il y a des communes qui n'avaient même pas les moyens d'une balayeuse. Ça a été fait à l'échelle intercommunale. Et j'entends parfois les maires me dire on perd le pouvoir. On s'en fout si on perd le pouvoir, si le pouvoir est exercé à la bonne échelle. Est-ce qu'il est exercé à la bonne échelle? Eh bien, pareil, au niveau département-région, moi, j'ai milité en Alsace, évidemment, pour la réunion des 2 départements, pour une collectivité régionale d'Alsace. Ça s'est traduit par le Grand Est, qui est une aberration absolue. Et je me dis qu'au fond, pour les habitants, pour la compréhension, il y a 2 niveaux de décision. Ça aurait été bien en Alsace qu'on expérimente ça. Tous les présidents de région étaient prêts à ça. On a le couple commune-communauté, qui représente le territoire vécu, et puis la région structurante de l'Alsace, l'identité avec une 360 degrés d'ouverture sur les autres. Et du coup, on sort des doublons. Savez-vous que les départements s'occupent des rivières et les régions de nappe phréatique? Que les uns s'occupent des bus et les autres des trains. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a de l'addition et vous multipliez les baronnies locales, ce qui fait que les sénateurs qui sont issus des baronnies locales, eh bien, vont faire des réformes territoriales qui n'ont pas de sens. On est dans une organisation des pouvoirs locaux inacceptable en France. On a des organisations administratives, territoriales qui n'ont pas de sens, mais qui sont décidées par les baronnies ou par la technocratie. Et donc, oui, c'est possible. L'intercommunauté, on l'a démontré. Si le département lance un projet, par exemple l'action sociale, qui a parlé de l'action sociale, qui a été associé à définir une action sociale pour le département, qui était, quand j'étais conseiller général, c'était 600 millions, c'est la moitié du budget. Jamais. Eh bien, vous pouvez le faire à condition qu'il y ait une séquence qui a un début et une fin, qu'on ne soit pas dans des palabres, on fait semblant de donner la parole aux gens, où on fait une réunion publique pour se faire plaisir ou pour se faire engueuler, et puis basta. Non, c'est possible. Je rêve, évidemment, parce qu'on n'est pas prêt à ça. Les conseils participatifs de Kingersheim sont des conseils subversifs. Parce que tous ceux qui viennent avec des dogmes établis, avec des certitudes, n'y trouveront pas leur place. On a des convictions, mais pas de certitudes. Et donc, même pour les membres, les partis politiques, c'est profondément subversif, puisque ce qu'on demande, c'est d'arriver sur un périmètre de valeurs partagées à trouver des compromis dynamiques. Et ça, j'imagine qu'un jour, on sera peut-être en capacité, avec une grammaire démocratique qui soit autre qu'un lexique politicien, à travailler sur la retraite. Mais en y mettant le temps qu'il faut, en y associant des citoyens tirés au sort, des citoyens qui sont engagés dans ce domaine, des experts de toute nature, des organisations syndicales associatives et des élus de toutes les strates. Il faut qu'on arrive à se parler ensemble et qu'on sorte que lorsque la fumée blanche sort du toit. Donc, en fait, c'est ça l'enjeu d'une démocratie construction. Donc, c'est jouable, mais je dis qu'on n'est pas mûr. Donc, comme on n'est pas mûr au niveau national, on peut l'être davantage au niveau régional, faisons-le au niveau local. Moi, je peux vous dire, il y a 20 ans, on me prenait certainement pour un fou. Il y a 10 ans, on s'interrogeait. Maintenant, on a des sollicitations, ou j'ai des sollicitations, puisque j'ai plus de cabinet, plus de mairie, etc. Mais on a des sollicitations quasiment tous les jours. Des petites équipes, des grandes structures, le Grand Lyon, par exemple, Montpellier, qui s'interrogent. Après, qu'est-ce que ça devient? J'en sais rien, parce qu'il y a au cœur de ça une volonté politique sans faille. Et je pense même que dans une mairie, il faut que ce soit porté par le maire. Il faut que la démocratie de construction soit portée par le maire. Parce que si vous donnez un adjoint, il en bute avec les autres adjoints et ça pose un problème. Mais ça, c'est à ce prix-là. Donc, je réponds oui, mais ça te mettra du temps et le local doit nous ouvrir la voie à autre chose. Merci. Merci. Question pour Philippe Royer. Vous nous avez, évoqué effectivement le rôle de l'entreprise au service du bien commun. En revanche, on ne vous a pas tellement entendu sur la défiance vis-à-vis de l'entreprise, que ce soit défiance des salariés, défiance des clients, des consommateurs. C'est peut-être un sujet qui est plus important pour des grandes entreprises, donc peut-être moins celle des EDC, mais comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, comme vous le dites, la défiance est très différente en fonction de la taille de l'entreprise. Si vous êtes dans une PME et que vous êtes associé au projet participatif de la vision de l'entreprise et autres, vous n'avez pas le même regard que si vous êtes dans un grand groupe où parfois vous pouvez être un peu plus un numéro. Et puis, dans ces grands groupes, faut dire les choses. Entre eux, on retrouve des similitudes du politique, parfois où il y a des injonctions et puis des injonctions contradictoires qui font que les gens ne s'y retrouvent pas.
pour moi, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est la génération qui arrive. La génération qui arrive, contrairement à ma génération, elle veut choisir où est-ce qu'elle va aller. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui ont déjà du mal à retrouver des personnes de qualité. Je vais prendre un exemple. J'accompagne actuellement quatre jeunes, 3 polytechniciens et quelqu'un qui a fait l'école de commerce de Montpellier. Ils ont quitté des grands groupes ou des postes brillants dans des secteurs bancaires. Donc, des gens qui étaient promis à des carrières extrêmement brillantes. Et ils ont créé une start-up qui s'appelle Gringo, qui veut être le Airbnb du développement durable. Et c'est des éléments concrets. C'est-à-dire que ces jeunes-là choisissent d'autres voies. Total peut avoir du mal aujourd'hui à trouver, puisqu'il y a des secteurs d'activité où les gens ne vont pas vouloir aller travailler. Donc, et quand vous êtes dans une entreprise, votre entreprise, elle dépend des meilleurs talents. C'est-à-dire que souvent, la performance d'une entreprise, heureusement, c'est les hommes et les femmes qui font encore la différence. Hein. Parce que c'est eux qui génèrent la créativité et autres. Hein. Donc, l'enjeu d'une entreprise, de plus en plus, ça va être d'avoir les meilleurs talents. Et si vous voulez avoir les meilleurs talents, il faut avoir le projet le plus cohérent. Parce que cette génération-là, après, cette génération, elle est très entrepreneuriale. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je disais, il y a 30 ans, il y avait plus de 60% des jeunes qui voulaient un poste dans la fonction publique. C'était ce qui était sécurisant, avec une retraite peut-être légèrement plus tôt, enfin, ou des choses garanties. Aujourd'hui, plus de 2/3 disent qu'ils veulent entreprendre. Alors, ils veulent entreprendre parfois des choses différentes, mais ça rejoint le entreprendre au moins sa vie. Par rapport à ça, tous ne seront pas chefs d'entreprise. Par contre, c'est une excellente nouvelle que ces jeunes-là. Après, il y a de la défiance qu'on a quand même vu par rapport à ça. C'est que quand il y a eu le Covid, la cote des entreprises, l'entreprise a très très bien fait face aux enjeux du Covid, hein, avec une adaptation qui a été assez remarquable par rapport à ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a une capacité de résilience. Nous, c'est pour ça qu'on se dit, mais alors, il y a des entreprises non vertueuses, c'est évident. Mais est-ce qu'à chaque fois, quand il y a une entreprise non vertueuse, on ne parle que de celle-ci, ce qui est un peu quand même le problème des médias, et on ne parle pas le bien ne fait pas de bruit. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on retrouve la capacité à parler du bien qui ne fait pas de bruit. Et quand vous êtes entrepreneur, il faut quand même saluer les gens qui vont mettre leurs euros, qui vont prendre leurs risques et autres. Donc, il faut qu'on arrive à reparler positivement d'entreprise. Mais moi, j'ai vraiment confiance que je vois le monde entrepreneurial, je vois, on disait par exemple le MEDEF ou la CPME, qui étaient un peu des grandes institutions, ne seront pas en capacité de bouger. Moi, je travaille régulièrement avec Geoffroy Roux de Bézieux, puis avec François Asselin. Je vous promets qu'ils travaillent sur le bien commun. On a fait un travail au Bernardin ensemble sur l'économie du bien commun. Je suis avec François Asselin vendredi prochain pour parler d'économie de bien commun. Donc, il intervient à des assises de décès à Saumur. Donc, aujourd'hui, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que comme tout le monde est paumé, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, le chaos un peu dans lequel on est un peu, fait que tout le monde est dans le brouillard et ceux qui ont une vision vont être ceux qui vont embarquer. Voilà. Et donc, levons-nous et affichons cette vision politique, affichons cette vision entrepreneuriale. Moi, ce que je pense, c'est que les politiques vont rejoindre ce qui va briller. Voilà. Et que si les entreprises et l'associatif, j'ai tendance à associer l'associatif aux entreprises, pour moi, c'est les entreprises et l'associatif et les corps intermédiaires qui font que notre pays tient debout aujourd'hui. Et donc, c'est cette partie-là qui doit redonner cet élan-là. C'est des hommes politiques qui vont témoigner de manière vertueuse que c'est possible par rapport à ça. Et donc, même si on en convainc, même si Joe, il en convainc que 5, et moi 5, et puis d'autres 5 et autres, ben, on aura fait notre part du boulot. On aura fait notre part du boulot. Le pire, c'est de commenter et de ne pas faire. Donc, l'entreprise, elle a plein de progrès à faire. Pour moi, ce qu'il faut arrêter, c'est avec la politique de généralisation. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une généralité, voilà, il y a des trucs qui ne vont pas, toute l'Église ne va pas. Il y a 3 hommes politiques qui font un truc, ça y est, bah, tous ceux qui travaillent sérieusement, ils sont mis dans le même panier. Et ça, je vais dire,
Ce lynchage public-là, il devient insupportable. Moi, je rêve qu'on retrouve des temps avec des émissions d'1 heure où on peut parler, et que j'ai connu dans ma jeunesse. Et donc, ce n'est pas de la nostalgie, c'est simplement de redonner du temps, de poser une vision. Parce que quand on a le temps de poser une vision, moi, ce que je constate, c'est que les gens nous suivent. Aux EDC, on était 1400 membres il y a 10 ans, on est plus de 3500 membres. C'est bien qu'il y a quelque chose, il y a une soif de quelque chose. Alors, deux autres questions plus précises, ponctuelles à Joe Spiegel. La première, c'est pas simplement une question de vocabulaire, mais pourquoi la maison de la citoyenneté, ce n'est pas la mairie? Et puis, deuxième question, en quoi peut-on distinguer vos conseils participatifs avec ce qu'on peut appeler par ailleurs des conseils citoyens? Alors, la mairie, elle était constituée d'une petite salle du conseil municipal et je ne peux pas imaginer que ce soit le lieu de débat approprié lorsqu'on interroge la haute qualité démocratique. Donc, on a construit une maison de citoyenneté qui est le lieu de débat, le lieu de co-construction, le lieu de décision, aussi pour le conseil municipal. Une raison toute pragmatique, c'est que la petite salle du conseil municipal, en fait, je suis certainement un des seuls maires n'avoir jamais investi dans la rénovation de la mairie. On a fait plein d'équipements publics, mais on n'a pas fait une belle mairie. Par contre, on a organisé les salles, les espaces pour que les collaborateurs qui sont remarquables d'ailleurs, soient de bonnes conditions. Et donc, on a pris un peu sur la salle du conseil municipal. Mais on ne peut pas réduire la mairie, la salle du conseil municipal, à un lieu de débat et un lieu d'appropriation réelle d'une démocratie inclusive. Et donc, je pense qu'il faut aussi un acte symbolique pour que ce lieu soit celui de toutes celles et tous ceux, et pas seulement les élus, qui s'investissent au service du bien commun. Et puis, la mairie est devenue en fait la maison plutôt administrative des services de la mairie, avec le centre technique municipal. Et la maison de citoyenneté est bien conçue, comprise par les habitants comme étant le lieu où ils ont leur place, clairement, et un lieu d'appropriation. Sur les conseils participatifs, je reviens là-dessus parce qu'en effet, les conseils participatifs ont ceci de profondément différent, c'est qu'ils ne sont pas seulement des conseils citoyens, qui ne sont pas seulement des conseils municipaux, par exemple, ou des conseils scientifiques ou des conseils techniques. Ils sont le lieu, et ça c'est le pari qui est le mien, je peux me tromper, mais je pense que vraiment ça a du sens, où se retrouvent de plein pied, dans la phase décisive, les habitants, volontaires et tirés au sort, les élus, parce que je pense que la place des élus, c'est aussi aux côtés des habitants dans la construction de la phase décisive, des experts et les organisations. Et je pense qu'une des raisons d'échec de la Convention citoyenne, c'est précisément ça. D'abord, l'absence d'un périmètre démocratique clair au départ. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas, quel budget, quelle volonté, etc. Parce qu'au début d'une séquence démocratique, le politique joue un rôle majeur sur la question du périmètre. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Si on ne le fixe pas, c'est la frustration. Ça peut être le budget, mais c'est aussi les valeurs. C'est aussi les valeurs. Nous sommes porteurs de valeurs. Lorsqu'on a ouvert une séquence sur la construction de lieux de culte musulmans, financé par des Kinyer-Saïmois de confession musulmane, j'ai proposé qu'on ait un débat là-dessus, non pas sur le fait de le faire, puisque la loi de laïcité est une loi de liberté, mais sur le fait qu'on ne se tait pas sur cette question-là. Et donc, on a ouvert une réunion publique, mais qui a été préparée avec un maître du temps, avec un animateur professionnel, parce que ça ne s'improvise pas, et que la maison de citoyenneté était remplie. À l'issue de cette séance plénière, on a créé un conseil participatif qui a fait un travail énorme et qui a délivré les conclusions qu'on a adoptées à l'unanimité au conseil municipal. Mais ce que je voulais dire en réunion publique, c'est la première personne qui se lève, c'est un amphithéâtre en demi-cercle, qui se dit « moi, j'aime pas les Arabes ». Première réflexion. Et moi, j'ai dit bah, « vous n'avez pas votre place ici ». Parce que le courage politique, c'est important. Quand on a, par exemple, fait la restitution d'une séquence où je me suis baladé en ville en 98, d'appartement en appartement, de maison en maison, pour à la fois montrer symboliquement la proximité de la mairie au sens général, puisqu'on a organisé les services publics de réactivité, ce n'est pas la peine de faire le cours, mais je voulais vraiment montrer symboliquement, et je distribuais aux habitants un questionnaire « Parlons ensemble de notre ville ». 43% des familles ont travaillé sur le sujet et en restitution. Et on renvoyé 43% des questionnaires. Et on a fait une restitution ville, 3 restitutions villes, pas quartier, restitution ville, citoyens c'est la cité, 300 personnes à chaque fois. Et là, on a un retour des habitants. Et parmi le retour des habitants, on veut l'eau moins chère. J'ai expliqué que l'eau est une régie communale
et qu'il n'y a pas un centime de profit, que tout argent dépensé est dépensé pour la qualité de l'eau, pour les réseaux, etc. Il n'y aura donc pas de diminution du prix de l'eau. Et deuxièmement, 80% des habitants ne voulaient pas de logements sociaux. Eh bien, le courage politique, c'est aller contre l'opinion publique aussi. Et la démocratie de construction n'empêche pas le courage au départ. Et je dis qu'il est hors de question, je ne suivrai pas là-dessus. J'ai une tonne de demandes dans ma commune. J'ai des personnes âgées, j'ai des jeunes qui ont envie de rester dans la commune. J'ai des gens de toutes origines, et notamment les plus modestes, ils ont leur place à Quillançay. Eh bien, le courage politique, ça paye parce que chaque fois, elle a été réélue à plus de 60% dans une ville qui n'est pas forcément de progressiste, au fond. Mais on a créé la confiance. Et le parler vrai, ça marche. Quand ils ont voulu de nouveau des réunions de quartier qui sont le déni de la démocratie, où on a une relation fournisseur-client, magicien-consommateur, je dis, il n'y aura plus de réunion de quartier. C'est facile, au fond, de venir en réunion, juste pour dire la crotte de chien, le problème de voisinage, sachant que d'ailleurs que les élus prennent toutes les décisions structurantes. On a dit, non, il n'y aura plus de réunion de quartier. Dans notre commune, c'est la citoyenneté, ce n'est pas l'individu consommateur. Et donc, on fait des diagnostics en marchant. On vous invite à marcher ensemble, à cheminer ensemble, quartier par quartier, lorsqu'il s'agit de réunions de proximité, pour voir ce qui ne va pas. On fait un constat partagé et on co-responsabilise les réponses. Qui des habitants, qui de la mairie, qui des organisations. Et dire aux habitants qu'ils ont leur part de responsabilité, tel Colibri, sur la question de la sécurité routière, c'est quand même pas les mentir, c'est juste les mettre en situation de responsabilité. Arrêtons de faire croire que les élus, parce qu'ils sont élus, sont des magiciens. Et donc, c'est cela qui réveille la société. Et donc, il faut du courage politique, vraiment, pour faire une démocratie construction qui est l'inverse de la démagogie, l'inverse de l'oligarchie et l'inverse du populisme. Et cette dimension, pour moi, est importante. Et les conseils participatifs ont ceci d'intéressant, c'est que vous avez de plein pied, les habitants ont besoin d'avoir aussi l'avis des élus et vice-versa, d'avoir l'avis des experts. Et moi, à la place de la Convention citoyenne, j'aurais fait un conseil participatif qui associe des habitants volontaires, des élus de toutes les strates, des experts, parce qu'au fond, souvent, on voit des conseils citoyens se créer. Quel est leur périmètre démocratique d'autorisation? À quoi ils servent? J'ai plein de communes qui me sollicitent et je me demande toujours de savoir à quoi ils servent. Est-ce que c'est un conseil municipal bis, considérant que les élus ne sont pas des citoyens, sauf qu'ils sont citoyens responsabilité? Est-ce qu'ils ont un budget? Est-ce qu'ils ont un périmètre de mise en agenda de proposition? C'est souvent des faux conseils citoyens et où finalement on fonctionne dans une démocratie à la queue leu. On donne souvent un os à ronger à un conseil de quartier ou un conseil citoyen et puis les élus gardent la grande décision, la capacité de faire les grandes décisions dans l'entre-soi. Merci. Merci. Question plus générale à tous les deux. On constate depuis plusieurs années une certaine prise de distance ou une défiance vis-à-vis de la raison, vis-à-vis des experts. Jo Spiegel, vous avez mentionné plusieurs fois le rôle des experts dans la prise de décision collective. Comment est-ce que vous voyez cette défiance, effectivement, par rapport à la raison, par rapport à l'approche scientifique, et comment est-ce qu'on peut y remédier? La difficulté qu'on a, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde considère qu'il est devenu. On a tout le monde cause sur tout, sans approfondir les sujets sur ça. Donc, on a un brouhaha médiatique où tout le monde est expert. D'ailleurs, l'expert n'est même plus trop audible, voire même il est taxé. Il est taxé de servir d'alibi. Alors, pourquoi on a ça? C'est parce que parfois, pour bien enterrer des dossiers, on a fait appel à des experts. Et puis, on s'est dit, ouf, on met le truc sous le tapis, et puis on a mis un expert en alibi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu que l'expert, en fin de compte, serve à permettre l'éclairage et permettre la décision, pour moi, l'expert n'a pas à décider. Mais par contre, de se priver de l'expertise est quelque chose d'assez dramatique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne porte plus de vision, parce que vous avez intérêt, quand vous voulez poser une vision pour la société, d'avoir des compétences en anthropologie, en philosophie, en sociologie. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'il faut redonner de la valeur à ça. Et par contre, il faut organiser ça et il faut croiser les champs
pour sortir un projet sur le sujet. Donc, nous, en entreprise, évidemment qu'on va s'appuyer sur des experts. Par contre, l'expertise, ça n'enlève pas le courage de décision du maire, mais en entreprise, l'expertise, ça n'enlève pas le courage de décision du patron. Moi, je crois beaucoup au fait que c'est un éclairage dont il ne faut pas se priver, mais il faut retrouver ça. Moi, je suis assez surpris. Par exemple, j'invite beaucoup, j'interviens la semaine prochaine sur les questions de l'écologie. Nous, dans notre groupe, on s'est formé à la fresque du climat. Parce que il y a plein de débats sur l'écologie. Les gens n'ont même pas de notion sur ce que c'est que les questions d'écologie. Ils ne connaissent même pas les mécanismes de cause et d'effet de l'écologie. Et ils commentent et ils affirment des trucs sur l'écologie parce qu'ils ont entendu 3 personnes parler d'écologie. Et donc, pour moi, il faut un retour à la formation. C'est-à-dire que arrêtons de décider en 5 minutes parce qu'avec le prisme des médias, maintenant, une information est à peine arrivée qu'elle fait un buzz. Et le politique, si le secrétaire d'État ne publie pas dans les 2 jours quasiment le décret qu'il va publier, c'est une catastrophe. On ne peut pas gouverner de cette manière-là. Il faut arrêter avec le brouhaha des petits problèmes pour se consacrer aux grands éléments de société, y mettre des regards d'expertise intéressants et après avoir le courage de dire ça devient un projet politique, comme en entreprise, ça devient un projet d'entreprise. Mais par contre, ce qui manque aujourd'hui pour amorcer ça, c'est en entreprise, on appelle ça la raison d'être. C'est on redéfinit notre raison d'être, on dit pourquoi on est fait, et à partir de là, on va définir des axes stratégiques et autres. Et la question, moi, j'aimerais bien entendre les politiques nous dire quelle est notre raison d'être. Parce qu'en entreprise, qu'est-ce qui fait que des salariés vont bien? C'est quand la raison d'être de l'entreprise rejoint la raison d'être des personnes. Alors, on n'y arrive pas à tous les coups, y compris dans mon groupe. Il y a des gens qui, de temps en temps, vont dans un autre groupe parce qu'ils n'ont pas trouvé leur juste place sur ça. Ce n'est pas magique. Par contre, on voit que ça génère un climat super positif. Mais par contre, ne nous privons pas des meilleurs experts, ce serait pour moi une erreur, et arrêtons de considérer que tout le monde est expert, c'est une idiotie. C'est d'ailleurs un des aspects constitutifs de la crise démocratique de ne même plus croire à l'expertise. Oui. Et je suis effaré de voir comment les fake news sont capables de convaincre les gens électoralement. Enfin, Trump a gagné là-dessus. Ça doit nous interroger. C'est-à-dire qu'au fond, Trump, il a réussi un truc simple, c'est qu'il va écrire des choses que les gens aimeraient entendre et qui n'est pas la vérité. Et donc, forcément, ils ne peuvent pas supporter l'expertise. Et l'élément intéressant de la constitution des conseils participatifs, c'est que les experts constituent un collège déterminant comme les autres. C'est-à-dire qu'on a un regard de la part des citoyens qui sont les experts d'usage, on a les experts techniques, on a les experts institutionnels, on a des gens qui regardent différents, des sensibilités différentes, des regards différents, des compétences différentes. Et on a enfin la possibilité, sur chaque projet dédié, de fertiliser les expertises des uns et des autres. J'ajoute d'ailleurs que dans tout processus de décision, l'expertise est très importante. Elle permet d'objectiver le débat. Et mes collaborateurs se sentent reconnus. Au début, ils avaient peur de la démocratie participative en disant les citoyens vont... Non, il faut ôter le fantasme de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde est mieux reconnu. Les habitants aux côtés des élus, les élus aux côtés des habitants, les experts aux côtés des élus, les organisations. On apprend à se parler, à s'écouter et donc à construire ensemble. Mais c'est la phase décisive. Et c'est important que les élus prennent leur part en y apportant leurs interrogations, leurs doutes, le principe de réalité, les budgets. Quand on est en responsabilité, on est porteur quand même de l'intérêt général. Et donc, c'est intéressant, c'est intéressant que les habitants voient aussi les élus à l'œuvre. Et donc, c'est le fait de marier les différents regards différents, ça nous permet de construire dans la lenteur de l'affrontement de la complexité, des compromis qui soient dynamiques et qui soient des compromis de transformation réelle, que ce soit écologique ou social. Mais c'est la condition sine qua non. Et donc, l'expertise, oui, on les met en situation. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'inviterai mon directeur général des services ou directeur des services techniques, il viendrait vous témoigner de combien leur rôle a changé et reconnu au contact des citoyens, au contact des organisations. Donc, je crois que c'est important qu'on ait ces 4 collèges différents, d'expertises différentes, et l'expertise scientifique, l'expertise technique est essentielle.
Je vais juste rebondir sur un point. Oui, juste, on va devoir clore l'échange, mais je vais vous passer le micro. Juste pour prolonger cette question sur la raison, vous avez peut-être entendu parler du livre de Pierre Rosanvallon cet été sur les épreuves de la vie, et comme quoi une partie des Français passerait d'un raisonnement, enfin, d'une attitude rationnelle à une attitude plus émotionnelle qui les guide dans toute la politique, etc. Et du fait des épreuves qu'ils ont subies, des épreuves personnelles, les abus sexuels dans l'enfance, c'est 10% des Français quand même, c'est pas rien. Les burn-out, le mépris social, les discriminations, les incertitudes sur le climat. Donc une partie de la population est sur le plan émotionnel purement et plus du tout sur le plan rationnel. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que les expériences que vous nous avez décrites, la participation à la vie de la cité, la participation à la vie de l'entreprise, permettent de guérir ces blessures émotionnelles et réintégrer les gens? Je vais répondre un deuxième temps sur les blessures. Premier point sur l'émotionnel. Il faut prendre une décision sage, c'est éclairer de l'expertise et d'un certain nombre de points de vue des scénarios possibles face à cette problématique, et qui a toujours sa complexité. Comme tout est lié dans la société, les choses sont bien plus complexes que la présentation simplifiée qu'on veut en faire. Donc, il y a un point d'éclairage de la complexité pour faire émerger des scénarios, mais quand on prend une décision à titre personnel, c'est un peu la même chose. Moi, je dis poser des scénarios et après, faites confiance dans un second temps à votre intuition éclairée. Donc, décidez avec votre intuition, parce qu'il faut faire confiance à son intuition. Et là, on est dans un surémotionnel où on décide d'emblée à l'émotion. Donc, il faut refaire le processus d'analyse et après, par contre, de faire confiance à cette intuition. Et après, sur les blessures, effectivement, pour moi, je suis assez marqué par le nombre de gens blessés. On les voit en entreprise. Moi, ça m'arrive régulièrement de payer des accompagnements extérieurs parce qu'on a fait ce qu'il fallait en management et on se rend compte que la personne se trouve pas, enfin, elle n'arrive pas à exécuter son travail correctement. Et le nombre de cas où les gens, parfois, c'est comme c'est confidentiel, des fois les gens nous le disent, des fois ils ne nous le disent pas, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont révélé avoir été blessés dans leur enfance, avoir été beaucoup de blessures d'amour par rapport à ça. Et si dans la vie, moi je me dis, si dans la vie on fait qu'une chose de bien dans une famille, c'est d'arrêter les blessures d'amour, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que on se traîne des boulets aux pieds et la difficulté, c'est que ces gens-là le retransmettent à leurs enfants. Donc, il faut, pour moi, la bonne nouvelle dans ce qui arrive dans l'Église et tout ça, c'est que la vérité soit faite. C'est-à-dire que je suis convaincu que c'est en se mettant en vérité qu'on peut reconstruire les choses. On ne peut pas construire sur le mensonge, on ne peut pas construire sur des choses qui ne sont pas nommées. Et invitons les gens à livrer ça et en disant qu'ils peuvent s'en sortir. Et si au moins ils ne peuvent pas le faire pour eux, qu'ils le fassent pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Pour moi, c'est fondamental. Ce qui est intéressant dans le bouquin de Rosanvallon, qui va certainement bouleverser les réponses politiques et le regard sur la politique, c'est qu'il parle en fait, quand il parle des épreuves de la vie, évidemment, il parle des différentes épreuves, et surtout, ces épreuves de la vie sont perçues, vécues singulièrement. Et en fait, il sort des classements, des statistiques sociologiques, elles existent toujours, d'une société de classe, il parle plutôt d'une société de masse, et surtout, à côté de l'individualisme de repli, il parle d'individualisme de singularité. Et toute la question de savoir comment on peut répondre à la singularité de chaque personne en construisant du commun. Et c'est tout le sujet, comment passer d'une société d'individus, qui est d'ailleurs largement encouragée par le processus économique et tout ça, vers une société de citoyens. Moi, j'ai rarement vu une aussi belle définition de la citoyenneté que celle de Pierre Mendès France, que j'écris d'ailleurs en lettres d'or dans la Maison de la citoyenneté. Il dit que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. C'est ce que Mounier appelle le transcendement. Bien, merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces expériences tout à fait passionnantes, pour leur engagement. Voilà, j'espère que chacun y aura trouvé de quoi nourrir sa réflexion et puis son désir d'engagement là où il est. Voilà.
Si tout va bien, vous pourrez retrouver d'ici 2-3 jours sur notre site internet l'enregistrement complet de cette soirée qu'on mettra donc sur YouTube. Et puis, 3 derniers points avant de nous séparer. D'une part, vous avez la possibilité d'adhérer à l'association ou de participer aux frais de la soirée. Les semaines sociales de Reil n'ont pas d'autres recettes que vos cotisations et vos dons. Donc, la cotisation, c'est 20 €. Et puis, il y a un reçu fiscal à partir de 40 € puisque nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà. Et puis, il y aura notre assemblée générale le 6 décembre. C'est marqué sur les petits livrets pour les membres. Voilà, donc Benoît, notre trésorier, est à votre disposition pour ça. Deuxième point, avant ça, avant décembre, il y aura fin novembre la grande rencontre annuelle des Semaines sociales de France, du 26 au 28 novembre. Donc, vous avez pu trouver sur les tables en entrée le petit dépliant qui précise le programme et les modalités d'inscription. Je vous laisse celui-là. Sinon, eh bien, vous avez sur Internet, pour ceux qui nous suivent par Zoom, les liens sur le site des Semaines sociales de France. Il s'agira de oser rêver l'avenir et prendre soin des hommes et de la terre. Voilà, c'est soit tout en visio, soit pour le dimanche au Palais des Congrès de Versailles, du 26 au 28 novembre. Et pour terminer, à Rueil, nous vous proposerons une soirée, notre prochain sujet, ce sera une échéance qu'il faut encore fixer, une soirée sur les nécessaires transformations de l'Église à la suite du rapport de la commission Sauvé et dans la dynamique du synode qui est lancé par le pape François. Alors, nous attendons de voir ce qui est mis sur la table pour le synode. On vous invite en attendant à lire tous ce rapport de la commission Sauvé. Il y a 580 pages, mais ça vaut le coup. Voilà. Il y a aussi un résumé en 130 pages, si vous insistez. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Promesse d'Église. Promesse d'Église, c'est un collectif d'une quarantaine de mouvements catholiques, laïcs. Les Semaines sociales de France en font partie, comme par exemple le Secours catholique ou les Scouts d'Île-de-France ou la communauté de l'Emmanuel. Il y a un panel assez large. Voilà, leur but est de répondre à la lettre au peuple de Dieu du pape François en août 2019, qui incite chaque baptisé je cite, à s'engager dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Fin de citation. Donc, ce rapport de la commission Sauvé montre l'urgence de certaines transformations. Le synode sera l'occasion d'évoquer un certain nombre de pistes. Donc, les semaines sociales de Rueil ont décidé de s'inscrire dans ce processus et nous vous en reparlerons. Voilà. Alors, compte tenu des restrictions sanitaires, il ne nous a pas paru opportun de reprendre tout de suite la tradition du verre de l'amitié, mais nous n'en passons pas moins. Donc, très amicalement, nous vous disons merci à tous pour votre présence. Merci encore à nos deux intervenants, Philippe Royer qui reprend la route de Laval dans 5 minutes en voiture et Jos Spiegel qui reste avec nous quelques instants pour signer, dédicacer son livre si vous êtes intéressés, voilà, sur la table ici. Voilà, merci à tous et bonne fin de soirée.